What is up, YouTube? What is up, family? We have another Patreon request. We got, I gotta move this out of my way. We got trois mystères inexplicables de Vendée. 3 mysteries inexplicable de Vendée. Ok. Okay. Il y a des trucs chelous partout. Mais pour quelqu'un comme moi qui a grandi dans les Deux-Sèvres, la Vendée, ça veut dire vacances, ça veut dire soleil, plage, camping, bref. Je pense que pour beaucoup parmi vous, c'est aussi le cas. See, I thought Vendée means you sold something. I'm just kidding. It means something. C'est pas Vendée une automobile, c'est Vendée. Okay. Pourtant, la Vendée, c'est aussi et surtout un lieu au passé obscur, riche en traditions et folklore, et qui recèle des mystères qui, à ce jour, demeurent inexpliqués. Dans cette vidéo, je vais vous en présenter 3. Un mystère paranormal, car ça fait toujours plaisir, un mystère lié à un lapin, vous allez voir, c'est assez déconcertant, et un mystère historique qui, si on arrivait enfin à le résoudre, pourrait peut-être bouleverser l'histoire du département. Si ce genre de mystère vous plaît, que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous procurer Legendex, mon application de tourisme insolite disponible sur le Play Store et l'App Store, qui vous révèle le patrimoine bizarre et oublié de l'exact... Napster? What? Napster? They still got Napster? That can't be right. Must be something else. Et vous pouvez retrouver mon livre Les sombres énigmes de l'histoire de France dans toutes les librairies. Oh, this guy is wow. He has his own books. Jeez. His own apps, his own books. Bon, allons-y et on commence donc cette vidéo par une histoire vendéenne paranormale. Depuis les années 30, on recense un grand nombre de témoignages de conducteurs affirmant qu'une autostoppeuse, la plupart du temps habillée de blanc, qu'ils vont apercevoir sur la route et ramener avec eux, va disparaître soudainement alors qu'elle se trouvait encore, quelques secondes plus tôt, sur le siège passager. Ces cas étranges, que l'on appelle les autostoppeuses fantômes, est quelque chose que l'on retrouve un peu partout dans le monde. Mais en France, c'est surtout arrivé sur 4 routes bien précises. La départementale 7 dans le Calvados, au niveau du virage de l'entrée de Luc-sur-Mer, sur la route des Grandes Alpes au col du Lautaret, sur la route menant à Château-Bernard en Isère, et la plus connue, celle du pont des 4 canaux à Palavas-les-Flots. Ce dernier cas est très documenté puisqu'il implique 4 témoignages identiques de personnes qui ont été terrifiées par cette rencontre et que la police conclura même qu'il ne s'agit ni d'une supercherie ni d'une psychose collective. Les autostoppeuses fantômes, c'est vraiment quelque chose de très chelou, ça mériterait une vidéo à part entière tellement on en retrouve partout. Partout sauf en Vendée, car dans les années 80, ce n'est pas une femme vêtue de blanc qui va secouer le département, la presse et les autorités, mais un vieux moine solitaire. Alors on est en mai 1982, en Vendée donc, quand différentes personnes qui ne se connaissent pas et qui habitent loin les unes des autres vont commencer à pariser le silence. Ces dernières semaines, il leur est tout arrivé la même chose. En circulant sur la route, de nuit, elles ont aperçu un vieux moine qui leur fit signe de s'arrêter. Une fois le moteur éteint, le vieillard leur demande de le ramener en ville et après que les conducteurs aient accepté, le moine s'installe à l'arrière du véhicule. Sur plusieurs kilomètres, le religieux va rester silencieux et refuser toute conversation. Du moins jusqu'à ce qu'il commence à murmurer la phrase suivante. Le printemps sera chaud, l'été brûlant, l'automne sanglant. So even the dead understand that we have climate issues, that the world is heating up. You see, even the paranormal, even the dead, les morts, even they know.
Les conducteurs regardent alors par le rétroviseur ou bien jettent un regard en arrière. Le moine, en prononçant ces mots, venait de disparaître. Yeah, that would be concerning. Ok, jusque-là, ça ressemble à une légende urbaine de campagne. C'est sympa, mais ça reste une rumeur pour faire peur aux simples d'esprit. Mais certains conducteurs, après avoir eu la frayeur de leur vie, vont en parler à la police. Police qui leur confiera à leur tour que ce n'est pas la première fois qu'ils entendent cette histoire. En effet, les coups de fil ont commencé dès le mois de mars, soit 2 mois auparavant, et c'est en fait des dizaines de personnes qui ont rencontré le mystérieux prêtre et qui l'ont aussi signalé aux autorités. Ouais, ça c'est bizarre. Et c'est encore plus bizarre que ça d'ailleurs, vous allez voir, car contrairement aux autostoppeuses dont on parlait juste avant, qui sont généralement liées à une route précise, à un virage précis, le moine solitaire, lui, il est partout en Vendée. Les témoignages viennent des 4 coins du département. On l'aurait rencontré sur les routes de La Roche-sur-Yon, de Luçon, des Sables-d'Olonne, de Sainte-Flève-des-Loups, de Dompierre-sur-Yon, de Montaigu. Les témoignages disent tous la même chose à des kilomètres de distance, alors que les gens ne se connaissent pas. Mais que se passe-t-il en Vendée? Le 24 mai, la presse s'empare de l'affaire et un article paraît chez Ouest France. Suite à la médiatisation de l'affaire, d'autres témoignages vont ressurgir et tout le monde relate exactement les mêmes faits. Un moine silencieux est au bord de la route, de nuit, et reste muet sur des kilomètres jusqu'à ce qu'il murmure son étrange prophétie avant de disparaître. Mais il y a quelques personnes qui, elles, affirment que le religieux sur la route aurait révélé être un ancien prêtre du XVIIe siècle, appartenant à l'abbaye de Fontenelle de La Roche-sur-Yon. Alors pourquoi le prêtre aurait confié ça uniquement à quelques personnes, on n'en sait rien. Mais Ouest France rédige un nouvel article le 29 mai pour dévoiler ces nouvelles informations. Le moine serait un fantôme du XVIIe qui erre dans le département. Et c'est ce que vont penser les gens, qu'on a enfin trouvé la preuve que le monde des morts existe, car tout le monde a croisé la même âme errante. Du moins jusqu'à une nouvelle information. Quelques jours auparavant, dans le village d'Aigrefeuille, aurait été aperçu un prêtre portant l'habit d'un ordre ancien qui frappait à la porte des maisons. Et si, depuis le début, ce n'était pas un fantôme ou une psychose collective, mais bien une réelle personne. Un taré qui s'amuse à faire peur aux Vendéens. Yes, that's why you need the Ring doorbell. T'as ça dans la France? The Ring doorbell. He records, and you... Oh, I don't know what made me do this, but it records. Ooh, okay. It records the door. Basically, anybody coming, ringing the doorbell, the UPS driver, the delivery, you get some food or delivered or a package, it records everything. That's what they needed for this guy. And then you would have known if he was a ghost or is just a guy making fun of you. You see, technology does help sometimes, although it's a disaster other times. But sometimes technology is actually good. Yeah. Anyway. Yeah. La police prend alors l'affaire au sérieux. Elle va rechercher partout ce moine autostoppeur et ira même jusqu'à interroger une grande partie des curés de Vendée. Mais malheureusement, sans aucun résultat. Les témoignages vont progressivement s'arrêter. L'enquête ne va mener nulle part. 2 articles vont encore sortir chez Ouest France et dans quelques revues paranormales, mais c'était terminé. Le moine avait disparu pour de bon et ne refera plus jamais parler de lui. Aujourd'hui, il est très difficile de conclure sur cette histoire. Si c'est un fantôme, alors comment ça se fait qu'il est disparu au moment même où l'enquête commença? Si ce sont les témoignages qui sont faux, que ce n'était qu'un canular pour embêter la police ou faire le buzz ou que sais-je, alors comment autant de personnes ont réussi à maintenir un mensonge aussi solide, cohérent,
Et surtout aussi longtemps, car aujourd'hui, personne n'a avoué quoi que ce soit. Et si le moine existait réellement, que c'était bien un blagueur, voire un psychopathe qui a pris peur quand la police a commencé à enquêter, alors comment faisait-il pour disparaître des voitures? Yeah, well, well, yeah. Elle m'énerve cette histoire, elle me frustre. C'est pas comme d'habitude où Il me frustre. Oh, wow, see? Now I know how to say frustrate. Tu me frustres. You frustrate me. See, I'm learning. on a plein de théories qui se battent en duel. Ici, on n'a rien. Zéro théorie. On ne peut pas et on ne pourra jamais expliquer ce qu'il s'est passé en cet étrange printemps 1982. I mean, some things you can't explain. You know, like the Loch Ness Monster. You can't prove, you know. You hear stories, but there's no proof. Just like never mind. Direction Saint-Benoît-sur-Mer, à l'église Saint-Benoît qui date du XIe siècle, où se trouve un mystère pour le moins déconcertant. Dans la plupart des églises, on retrouve des statues de saints, des gargouilles, des sculptures liées à la vie du Christ, etc., etc. Mais à Saint-Benoît, on trouve sur le toit de l'église un lapin qui fume la pipe. Alors pour ceux qui ne voient pas le problème, il y a deux gros soucis avec cette statue. Le premier, c'est que beaucoup d'églises ont été fermées, voire détruites pour moins que ça. Chaque maison de Dieu a ses propres motifs, ses décorations bien sûr, mais il suffit d'un culte un peu trop impudent pour être fermé, comme la chapelle Saint-Guénolé, rappelez-vous. Par exemple, on a le monastère de Carole qui a été dynamité uniquement car il semblait y avoir des références à Isis. Ici, on a un lapin qui trône sur l'édifice, qui fume tranquillement. Ça n'a rien à voir avec le catholicisme, c'est super bizarre que les autorités religieuses n'aient jamais rien dit. Et deuxième problème, le plus gros problème, l'église date du XIe siècle. Alors que le tabac n'est arrivé en France qu'en 1556, soit 500 ans plus tard. Alors, à moins que ce soit le prêtre fantôme de tout à l'heure qui a traversé les dimensions pour sculpter ce lapin, je vois pas vraiment de solution à ce mystère. On sait que l'église a été fortifiée pendant la guerre de 100 ans, alors peut-être que le lapin date de cette époque, mais c'est toujours plus de 100 ans avant l'arrivée du tabac en France. Peut-être qu'il y a complot et qu'on nous cache la vérité sur le tabac, ou alors le lapin fume autre chose. Au Moyen-Âge, c'était pas super commun, mais ça pouvait arriver notamment pour des raisons médicales. Certains Européens fumaient de l'eucalyptus, des pétales de rose ou bien de la lavande. Mais pourquoi avoir sculpté précisément un lapin? Le mystère reste entier. Il y a deux légendes qui ont longtemps collé à la peau de cette statue. La première raconte que lors du bombardement des navires britanniques pendant la guerre de 100 ans, l'église fut partiellement détruite et les moines procédèrent immédiatement à sa reconstruction. L'un d'eux, qui fumait la pipe, trouvant un bloc de pierre à sa convenance, y sculpta un lapin qui fume. Une fois l'église réparée, les moines, trouvant l'œuvre si bien réussie, décidèrent de l'installer sur le toit de la structure. La deuxième tradition, quant à elle, révèle qu'un curé de Saint-Benoît-sur-Mer nourrissait ses lapins en fumant la pipe pendant le carême, jusqu'au moment où il reçut la visite inopinée de son évêque. Se sentant pris en faute, il jeta sa pipe dans la cage à lapins, faisant mine de rien, et on sculpta la statue en hommage à cet épisode. Mais, le siècle dernier, un vieil homme va contester ces légendes et affirmer que son grand-père, charpentier durant les rénovations de l'église en 1860, lui a expliqué la réelle origine du lapin. Parmi les maçons se trouvait un joyeux luron, connu pour faire la cour aux filles du pays. On l'appelait le chaud lapin. Les travaux une fois terminés, ses camarades sculptèrent un lapin en plâtre et le posèrent sur le toit de l'église en lui disant « Tu ne pourras plus faire la cour aux filles, nous t'avons monté sur l'église ». Ce dernier, amusé, monta lui-même ajouter une pipe à l'animal. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que le gars est un gros mytho? Eh bien on n'en sait rien. Pour les trois versions, All three versions work.
All three versions could be true. On n'a aucune réelle source. Et d'ailleurs, dans les 3 histoires, on a soit un lapin sculpté pour le fun, soit un lapin sculpté pour se moquer d'un curé, soit un lapin sculpté à cause d'un chaud lapin. À quel moment les évêques laissent passer un truc pareil? Ça n'a aucun sens. À titre de comparaison, à l'église Saint-Paul de Narbonne, on a une grenouille dans un bénitier. Mais elle symbolise ici le mythe de Saint-Paul qui a été sauvé de la noyade par une grenouille. Dans la cathédrale de Strasbourg, on a un chien, oui, mais celui-ci représente le fidèle canidé qui accompagnait toujours Jean Genet, célèbre prédicateur du XVe siècle. Et c'est important de le souligner, je pense, à quelques kilomètres de Saint-Benoît, à Angles, il y a une église, Notre-Dame-des-Anges, qui a elle aussi une statue sur son toit. Celle-ci représente la Malbête, une créature qui, selon la tradition, dévorait les jeunes filles du village. Oh, it's lovely. On raconte que le curé, qui était très laid et qui Oh, wait a minute. We read this. dévorait les jeunes filles du village. We heard about this story. But he also killed men too. So maybe it was a different story. On raconte que le curé, qui était très laid et qui était moqué par les femmes d'Angles, pria pendant 5 jours et parvint à passer un chapelet autour de la bête, puis à la conduire au sommet du clocher de l'église, où elle fut transformée en une statue de pierre. Au moins, ici, il y a un lien avec le lore du village, avec le lore de l'église. D'ailleurs, la légende ajoute que, pour punir les filles du pays de leur moquerie à son encontre, le curé jeta un dernier sort à la Malbête et lui cria « Tu ne vivras dorénavant que de la beauté des filles d'Angles ». Et aussitôt, les femmes du village sans les dire. Voilà pourquoi racontons que toutes les femmes du coin sont laides. Une tradition Wow. qui a traversé les siècles, si bien qu'il y a encore quelques décennies, lors des baptêmes, il arrivait que certains parents ne passent pas par le porche de l'église pour éviter à leur enfant de s'en les dire. Wow, les Vendéens, elles sont bizarres vos traditions, non? Peut-être qu'il ne faut pas chercher une explication au lapin finalement. C'est sûrement juste une histoire dans le même genre qui s'est perdue avec le temps. D'ailleurs, je viens de me faire une réflexion, le curé d'Angles là, le curé qui était moche. C'est pas le curé de tout à l'heure là, l'autostoppeur, qui reviendrait se venger des moqueries? Bref, pourquoi a-t-on sculpté un lapin? Pourquoi le lapin fume-t-il? Qu'est-ce qu'il fume? Pourquoi l'église tolère la statue? L'énigme. That's the most interesting question right there. Why is the church allowing this rabbit smoking crack? Well, I'm sorry, not smoking crack, smoking a pipe on the roof. Why? That is odd that no one has said, get that out of there. It's not appropriate for the church, or something like that. Est impossible à résoudre. Everything you're saying is impossible to solve. All of it. What's the third mystery? Terminons notre voyage à Poiré-sur-Vie, où gît seul, à l'orée d'un petit bois, une pierre énigmatique. Okay. Bloc de granit pesant plus de 10 tonnes, la roche est parsemée de 362 gravures mystérieuses qui, malgré plusieurs études archéologiques, n'ont jamais révélé leur secret. Même sur la page Wikipédia de la pierre, il n'y a quasiment rien de marqué, tellement on ne sait rien de ses origines. Elle est habillée de 290 cupules simples, 15 cupules cerclées, 6 croix dont une cerclée, 11 figures anthropomorphes, une vingtaine de pédiformes et une vingtaine de gravures érodées, qui furent étudiées notamment en 1997 par l'archéologue Bertrand Poissonnier pour son ouvrage « La Vendée préhistorique ». Les gravures datent du néolithique, voire de l'âge de bronze, mais c'est bien la seule chose qu'on peut affirmer. Toute autre déclaration ne serait que de la pure spéculation. On ne sait pas qui a amené la pierre ici, qui l'a gravée et dans quel but. Le style des gravures ne ressemble à rien d'autre connu dans tout le pays. Il s'agit là d'un des plus anciens mystères de Vendée, si ce n'est le plus ancien. Et vous savez quoi ? C'est trop intriguant, allez on y va, je vous amène avec moi. En effet, la pierre est seule ici,
Dans ce bois silencieux qui a probablement longtemps stimulé l'imagination de nos ancêtres. Durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, le nom et le symbolisme attachés à la pierre vont fluctuer au gré des croyances et superstitions des Vendéens. Le bloc fut longtemps appelé pierre de Merlière, à laquelle aurait été attachée, selon la tradition, une dame blanche condamnée à errer dans les parages. Par la suite, on nomma la pierre Palais de Gargantua. On racontait qu'il s'agissait d'une pierre que le géant avait laissée là, et que les gravures étaient tout simplement la trace de ses doigts. Puis, enfin, la pierre fut appelée pierre des Farfadets. I mean, if you believe in Greek mythology, you know, you could believe in this too, that a giant did that with his fingers. It's all what you believe. De ses doigts. Puis, enfin, la pierre fut appelée pierre des Farfadets, nom qui resta jusqu'à aujourd'hui. On a pris pas mal de photos sur place, mais les gravures ne se voient quasiment plus aujourd'hui. La plupart se sont lissées avec le temps, mais le mystère, lui, ne s'est jamais dissipé. Vers la fin du Moyen-Âge, la rumeur voulait qu'elle soit le plateau d'un jeu auquel jouaient les Farfadets. Un jeu qui porte le nom de caguenette, où il fallait faire rouler des petites boules marron issues d'une maladie de chêne, dans les trous qu'ils avaient creusés dans leur pierre magique. Car oui, toujours selon les rumeurs du Moyen-Âge, la pierre protégerait magiquement un trésor qui se trouve en son sein, une protection magique qui fonctionnerait justement grâce au symbole mystique. Cependant, à part les superstitions de l'époque, c'est pas grand-chose. Mais pendant longtemps, il y a eu un espoir. À Priac-sur-Mer, sur les pierres du Méniscoul, on a retrouvé en 1873 le même genre de gravure. De quoi enfin relier la pierre des Farfadets à un style et peut-être même à un peuple. Malheureusement, en réalisant des analyses plus poussées, Donatien Bonamy conclut en 2015 que les symboles des pierres du Méniscoul ont été réalisés entre le XVIe et le XIXe siècle. La pierre des Farfadets semble donc unique en son genre et son message, si message il y a, pourrait ne jamais être déchiffré. C'est là aussi tout le débat autour de cette pierre. Est-ce que les gravures sont des messages ou est-ce qu'elles racontent forcément quelque chose ? Des historiens comme Gérard Beneteau semblent pencher pour cette hypothèse. L'avantage, c'est qu'il y a véritablement toute une histoire, probablement, racontée sur cette pierre. Le relevé des gravures l'a démontré. Il y a une véritable scène, peut-être cérémonielle, qui a été gravée et qui est complètement entourée par d'autres gravures, entre autres ce personnage portant des haches. Ici, vous avez la tête, les bras, le corps et deux croix que nous interprétons comme étant un personnage qui porte deux haches, bien avant l'écriture, bien avant même sans doute l'idée de l'écriture. Dans notre région aussi, il y avait des transmissions de messages, peut-être même de cérémonies qui ont pu être transcrites sur la pierre. Et la façon dont ces transcriptions ont été réalisées, c'est ce que nous étudions. La pierre représente-t-elle une cérémonie religieuse, un calendrier solaire, un message pour les promeneurs? A-t-elle été amenée ici et gravée par une civilisation aujourd'hui disparue que l'on ne soupçonne pas et qui a façonné la Vendée sans qu'on ne le sache? Ou au contraire, n'était-ce pas tout simplement un artiste, l'un des premiers artistes de France qui a gravé le bloc sans autre raison que le simple amour du dessin? Dans tous les cas, la pierre des Farfadets a inspiré quelqu'un ou plusieurs personnes au néolithique pour être recouverte de symboles. Et par la suite, elle a fait frissonner les Vendéens qui y voyaient une dame blanche ou des Farfadets. Pour qu'aujourd'hui, elle continue de stimuler notre imagination qui tente en vain de percer à jour ses origines inconnues. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Lequel de ces trois mystères vous a le plus intrigué? Dites-moi ça en commentaire. Si vous connaissez d'autres histoires étranges de Vendée, je vous encourage à les partager en commentaire. Et si vous connaissez des lieux chelous qui ne sont pas encore répertoriés dans Légendex, j'espère que vous viendrez les ajouter. On se retrouve la semaine prochaine, ou plutôt si l'on se croise lors de l'une de mes nombreuses explorations. La bise! La bise. Interesting. What I learned is
humans have an unbelievable imagination. Which one intrigues me? I don't know. The one where the ghost gets in the car, tells them about global warming, and then disappears. That one seems interesting. That one seems interesting. But back in the day, see, the beautiful thing about these stories is there was no social media back in the day. So for like 10 people to say the same story who don't know each other, it makes it interesting. It makes it interesting. The rock, I don't know, it's a rock. It's a boulder. There's plenty of boulders in the world. And if enough things hit a rock, it could even be, if it's there for centuries before people realize it, even rain can form a rock and change its appearance. Acid rain, hail. I don't know. Just some kid messing around with a hammer and a pick. I don't know, But it's amazing how when we don't understand something, we have to make a reason for it, And that's where the stories begin. That's where stories are actually made up. Is when we don't understand. So now we have to act like we understand. So it must have been this. It had to be that. Or maybe it was this. Maybe it was that. Maybe it was this plus that made this. And it's how we're built. We have to figure it out. Anyway, this guy, I like this guy. He's got some interesting video. What's that one? See, everybody's got these ghosts. Yeah, see, I see a lot of, there's ghosts and phantoms and paranormal activity. I've seen this. There's videos from Indonesia in the forest where they show a ghost. I mean, I don't know. If you believe it, great. If you don't, then you look at it as it's fun. It's a fun little, interesting, fun hoaxes that humans love to do. That's what we love to do. And there's been things over here. We've had some crazy stories here too about certain things. And it always, when it's finally proven, it's almost always just somebody having fun. Anyway, interesting video. Love the rabbit smoking a pipe. That's interesting. But the priest or the woman, going in the back seat and then just, that's odd. I mean, could you imagine you looking in the rearview mirror? Hey man, how you doing? And he doesn't talk. Hey. Oh yeah, everything's gonna burn. It's getting hot. Yeah, all right. Well, that's interesting. But what? Where the hell did he go? He's what? Like that would be. I mean, you'd probably crash. You'd be so shocked. So something like that would really, really, really mess with somebody's head. I don't see how you could hoax that, unless the whole story is a hoax. Anyway, I don't know. We'll see what you guys think. But I like this guy. He's got interesting videos. I love the one about the caves. I've seen him before. This is the second video we've done. It was a Patreon request, so Patreon loves this guy apparently. And it was a good video. They're good videos. They're fun, entertaining. They're entertaining. Okay, and I learned French by listening and reading and listening and reading. I learned new words. Okay. Take care. Peace out. Have a good night. Bonsoir. Et oui, bien sûr, à la prochaine.